Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du journal Débridé. Et non, ça n'est pas Li Song, c'est Olivier Ruel qui va présenter l'édition aujourd'hui. Nous sommes chez moi, à Hangzhou, plus précisément dans le quartier de Liangzhu. C'est une culture qui a plus de 5000 ans d'histoire, avec un superbe musée à juste 2 km d'ici. Derrière moi, vous voyez un endroit qui s'appelle Ta Wuding, un centre culturel très célèbre à Hangzhou. Oh, bien sûr, je plaisantais, je ne vais pas vous présenter l'émission, je repasse tout de suite le relais à Li Song. Par contre, je vous retrouve un peu plus tard pour l'invité mystère. Début mai ont eu lieu les vacances nationales, avec des records de voyage, le premier depuis 3 ans pour certains. Dans les gares, les aéroports, sur la route chassé-croisé du mois d'août, version 1000. Même arrivé à destination, pas sûr d'être tranquille, sur la muraille de Chine, dans les sentiers des montagnes jaunes, ou pour gravir un glacier, il faut faire la queue pendant 1 h 30. Un autre lieu qui attire les touristes, c'est Zibo, ville industrielle discrète de la province du Shandong dans l'est de la Chine. Zibo est devenu de manière inattendue l'une des attractions touristiques les plus populaires de Chine dernièrement. 800% de réservations en plus comparé à l'avant-Covid. La raison de ce succès, le barbecue. Eh oui, ici aussi on aime les brochettes et celles de Zibo sont servies dans des petits pains délicieux et abordables. Parce que la municipalité encourage les hôtels et restaurants à ne pas gonfler les prix. Ça donne envie de tester. Un écureuil volant qui passe dans le chat d'une aiguille. Quel espoir! Le windsweeter chinois Zhang Shupeng a en effet volé à travers la grotte de Tianmen, située à Zhangjiajie, dans la province du Hunan, dans le centre de la Chine. Zhang a pris un hélicoptère et a sauté de 2200 mètres et traversé la grotte de Tianmen à une vitesse de 180 km/h. Zhang pratique le wingsuit depuis 12 ans. Alors, ce n'est pas un amateur, mais quand on sait que cette grotte ne fait que 131 mètres de haut pour seulement 56 mètres de large, il ne fallait pas se louper. Zhang Hong est originaire de Chongqing et a malheureusement perdu la vue à 21 ans. Il a tenté de s'adapter tant bien que mal à sa nouvelle vie pour finir masseur. Mais il avait envie de plus, de bien plus. À 40 ans, il apprend qu'un aveugle a grimpé le mont Everest et il a décidé de faire pareil. Il s'entraîne d'abord en montant les escaliers de l'immeuble où il habite, puis en enchaînant les ascensions de sommets de plus en plus haut, avant de passer au Graal, le mont Everest. Et il ne compte pas s'arrêter là, car il va partir à la conquête des plus grands sommets du monde. Un documentaire sur son parcours va sortir cette année. En Chine, les femmes coupent les ponts avec le devoir de beauté par une coupe de cheveux audacieuse. Un groupe dédié au mouvement a été créé sur le site Douban et compte déjà 4500 membres, prodiguant des informations et des conseils. Mais c'est en 2019, sur Xiaohongshu, que la tendance naît. En Chine, les longs cheveux sont signe de féminité, mais ils sont pour certaines le symbole de la femme silencieuse, réservée et obéissante que la société leur impose d'être. Alors, quoi de plus radical qu'une boule à zéro pour couper court aux remarques des parents et s'émanciper du regard des hommes? Deuxième effet qui se coule, cette coupe est plus pratique quand la pression de l'eau n'est pas bonne. C'est plus rapide de se laver les cheveux. Récemment, une humoriste chinoise, Niao Niao, est apparue dans l'émission humoristique populaire Rock and Roast. Elle a fait beaucoup rire pour son point de vue sur les garçons à maman. La scène a depuis été visionnée plus de 3,23 millions de fois sur la vidéo Tencent. Et le terme Ma Baonan, littéralement maman, trésor garçon, devient à la mode pour parler des garçons devenus adultes, élevés par une mère très présente face à un père souvent absent. Allez, même en France, je suis sûr que vous en connaissez des comme ça. Pour finir, un petit mot de culture, mo yu. Sa traduction littérale est toucher le poisson avec sa main. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? L'expression hun shui mo yu signifie profiter de la confusion et du chaos pour son propre bénéfice. De nos jours, elle a été raccourcie en mo yu et fait plutôt référence au relâchement au travail, comme faire semblant d'être occupé sans rien faire de productif. Il n'y a pas que les Français qui aiment se la couler douce au bureau. En fait, faire du mohu procure un sentiment de relaxation dans l'instant. Mais cela reflète une vision à court terme. On ne peut pas mohu toute sa vie, non? Et vous? Vous êtes du genre à toucher du poisson? Voilà les actus de ce mois-ci.
on passe à la rubrique suivante. Dans l'émission précédente, nous avons parlé du mot Guanxi et j'ai évoqué également la complexité des liens de parenté en chinois. Est-ce que vous vous souvenez du sens du mot chouchou? Non, je ne parle pas de votre chouchou. Comme je vous l'ai promis la dernière fois, chose promise, chose due. Aujourd'hui, Sur le bout de la langue, je vous explique en détail le vocabulaire des différents liens de parenté. Je vous préviens, c'est un vrai casse-tête chinois. Comme vous le savez, la Chine est très grande. Donc, les termes pour désigner les membres de la famille peuvent varier d'une région à l'autre. Je ne pourrai pas vous donner toutes les appellations, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, c'est dit. On commence avec les termes de base, qui sont relativement simples. Papa, papa, mama, maman, que, grand frère, jie, grande sœur, ti, petit frère, mei, petite sœur, Yé, grand-père paternel, nai, grand-mère paternelle. Jusque-là, tout va bien. C'est du vocabulaire facile à retenir, car c'est la répétition syllabique. Maintenant, on va augmenter un peu la difficulté. Vous avez remarqué, Yé, nai, c'est les grands-parents paternels. Vous me direz, alors, les grands-parents maternels, c'est différent? Eh oui, nos papis et mamies ont des appellations différentes. Waikong, grand-père maternel, et waipo, grand-mère maternelle. L'utilisation du wai signifiant extérieur met en évidence l'idée que les grands-parents maternels n'appartiennent pas vraiment à la famille. Et oui, c'est l'héritage ancestral et culturel, bien que dans les faits, ce ne soit plus vraiment aussi archaïque en Chine. Petite parenthèse, le mot épouser peut se traduire en chinois de deux façons différentes. Lorsqu'un homme épouse une femme, on utilise le verbe tu, lui-même composé du verbe tu, prendre, obtenir, et du caractère nu, femme. Lorsqu'une femme épouse un homme, on emploie le verbe tia, composé de nu, femme, et de tia, maison. La femme rejoint la maison du mari. Oui, je sais, vu d'aujourd'hui, c'est sexiste. Passons maintenant aux tontons et aux tatas. Je sais qu'en France, c'est super simple. On appelle pratiquement les oncles et les tantes par leur prénom. Mais en Chine, c'est impoli d'appeler ses aînés par leur prénom. Donc, on a tout un vocabulaire compliqué. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Pour les oncles, il y a du côté paternel. Bobo, grand frère de votre père. Chouchou, le petit frère de votre père. Koufu, l'épouse de la tante paternelle. Du côté maternel, Jiujiu, le frère de votre mère. Peu importe si c'est le grand frère ou le petit frère. Yifu, l'épouse de la tante maternelle. Oh là là, je pense que j'ai perdu la moitié d'entre vous, non? Mais c'est pas fini. Pour les tantes, il y a du côté paternel. Coucou. C'est pas le petit coucou que je vous fais. C'est la sœur de votre père. Parfois, on dit aussi Kuma. Bomu, l'épouse de l'oncle aîné paternel. C'est la femme de votre bobo, si vous suivez bien la leçon. Shen, l'épouse de l'oncle cadet paternel. C'est la femme de votre chouchou. Du côté maternel, Yima, la sœur de votre mère. Ou parfois on dit aussi Ayi. Jiuma, l'épouse de l'oncle maternel. C'est la femme de votre jiujiu. Voilà, on a fait le tour des oncles et des tantes. Il y a encore tout un vocabulaire très riche pour désigner les beaux-frères, les belles-sœurs, des cousins germains. Mais on s'arrête là aujourd'hui. J'espère que vous avez tout retenu. En attendant la prochaine leçon, il y a de quoi réviser ce mois-ci. Allez, à la prochaine! Bonjour, attention, il y a un petit chien, il est gentil. Hein. D'accord. Bonjour Olivier. Bonjour, je m'appelle Olivier Ruel, je suis en Chine depuis une trentaine d'années. Je suis influenceur en Chine depuis la fin 2021. Le nom de ma chaîne, c'est Le Vieux Loup qui aime le thé. Ah, et alors loup, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup le thé. J'ai un autre métier aussi depuis une quinzaine d'années qui est formateur en communication. Olivier, peux-tu nous parler un petit peu de ton histoire avec la Chine?
Alors, je vais te faire une synthèse, hein, parce que sinon, ça sera un petit peu trop long, on sera encore là demain. Après avoir raté l'examen de Sciences Po à Paris, j'ai décidé d'apprendre le chinois comme une blague, sans aucune pensée de développer, que mon avenir aurait un rapport avec la Chine. Aucune. Et puis après un mois de chinois, j'étais absolument fasciné. J'ai trouvé la langue incroyable. C'était vraiment une spirale, si tu veux. Quand tu tombes dedans, tu t'en sors plus. Et en 91, j'ai eu l'opportunité de venir en Chine la première fois. Ça m'a également totalement fasciné. Et donc j'ai continué. Voilà. Et de fil en aiguille, je suis maintenant devenu quelqu'un qui a vécu plus en Chine qu'en France. Donc voilà, hein, je suis à moitié chinois maintenant. Du coup, qu'est-ce que tu as fait en Chine pendant toutes ces années? J'ai commencé par être d'abord étudiant, ensuite guide de voyage. J'ai dirigé 2 usines, une usine de chaussures de danse et une usine de jouets. Ensuite, j'ai été un petit entrepreneur. Ensuite, j'ai été animateur à CCTV. J'ai fait de la relation publique, des relations publiques pendant 7 ans. Et donc, mon dernier métier depuis 16 ans, je suis formateur en communication. Et depuis 1 an et demi, donc depuis la fin 2021, je suis ce qu'on appelle en chinois Zhimeiti. Ça veut dire que je suis créateur de vidéos. J'ai un compte sur plusieurs chaînes en Chine. Mais en fait, quand je vois toute la situation depuis pratiquement une trentaine d'années, je crois que je peux synthétiser en disant que j'ai été un pont. J'ai toujours été dans une situation d'intermédiaire, que ce soit en tant que guide de voyage, en tant que chef d'usine, que ce soit dans mes formations en communication, souvent pour les étrangers, souvent pour des Chinois aussi, ou maintenant, en faisant de la création de contenu, énormément de fans me demandent des questions sur la France. Donc je suis un pont interculturel. Je crois que ça résume la situation. Ben voilà, parlons-en. Tu es un Wanghong, comme on dit, un influenceur. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes auprès du public chinois et qu'est-ce qui les intéresse, surtout la jeunesse chinoise? Alors déjà pour le Wanghong, euh, un petit Wanghong, hein. Actuellement, j'ai à peu près 800 000 followers, donc fans sur les différentes chaînes, principalement sur Bilibili, mais pas uniquement. Actuellement, mon objectif se concentre sur, effectivement, un public plutôt jeune, en Chine, et je veux parler à la fois de la Chine, à travers les yeux d'un Occidental, en l'occurrence d'un Français qui a vécu longtemps ici, et quand j'ai l'occasion, je vais également parler de la France. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a encore énormément de malentendus, énormément de zones d'ombre. En fait, les Occidentaux connaissent très peu de la Chine. Et malgré toutes les informations qu'on a sur l'Occident, la France et d'autres pays en Chine, je crois que la plupart du public chinois connaît également très très mal la France et d'autres publics occidentaux. Donc mon petit rôle, ma petite contribution, c'est j'espère pouvoir présenter davantage d'aspects des deux côtés pour qu'il y ait un peu plus de compréhension et d'intérêt des deux côtés. Actuellement, les vidéos qui ont le mieux marché, pour répondre directement à ta question, c'était des vidéos qui étaient très fortement liées à la Chine et à mon idée de la Chine ou à la façon dont je perçois la Chine. Par exemple, la vidéo où je suis allé chercher ma carte verte, mon permis de résidence permanent en Chine, c'est de très très loin actuellement la vidéo qui a le plus cartonné depuis que j'ai commencé il y a quasiment 1 an et demi. Selon toi, quels sont les aspects culturels ou sociaux de la Chine qui méritent une attention particulière de la part du public occidental? Un premier aspect qui vient à l'esprit, c'est le rapport aux personnes âgées. Il y a énormément de choses à améliorer en Chine à ce niveau-là, mais dans la tradition chinoise, et c'est une tradition qui, à mon humble avis, n'est pas morte du tout, je le vois auprès de beaucoup de jeunes que je connais, et le phénomène augmente quand les gens sont dans leur trentaine et dans leur quarantaine et que leurs parents vieillissent. Il y a peut-être une conception qui est insérée dans l'esprit de pas mal de Chinois ou de tous les Chinois à un jeune âge, tu dois t'occuper de tes parents. Mais je pense que ce concept culturel qui est peut-être un peu imposé au départ devient une réalité que quasiment tout le monde, la majorité des Chinois, acceptent par la suite. Et effectivement, ils pensent qu'ils ont le devoir et ils ont envie de s'occuper de leurs parents. Et je pense que ça, c'est un concept que, en Occident, pas mal d'entre nous, on pourrait en prendre de la graine.
Peux-tu partager quelques-unes de tes expériences les plus marquantes en Chine et comment elles ont influencé ton travail? Il y en a beaucoup. En fait, il y en a à partir du premier jour jusqu'à maintenant. Le premier jour où je suis arrivé en Chine, j'ai réagi comme un occidental, ou du moins comme un Français. J'étais dans un train qui était bondé de Nankin à Shanghai. Maintenant, il faut une demi-heure. À cette époque-là, il fallait 6 heures dans le train où j'étais. Avant d'arriver, j'ai rien compris. J'étais fatigué, j'étais épuisé. Et je vois tout le monde se précipiter vers la sortie, s'acculer vers la sortie, comme si la fin du monde allait arriver et qu'il fallait vraiment sortir le plus rapidement possible. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi, mais pourquoi? Et moi, je reste assis tranquillement sur mon siège. J'attends de prendre les sacs et de sortir du train. Eh bien, je comprends pourquoi ils ont fait ça trop tard. Une vague humaine monte dans le train dès que tout le monde est sorti et je ne peux plus sortir. Je me retrouve avec mon sac à dos et mes 2 sacs à main et je n'arrive plus à sortir, littéralement. La morale de l'histoire, c'est quoi? De multiples fois, en tant qu'étranger en Chine, on va d'abord réfléchir de son point de vue d'étranger, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est notre base. Et on n'a pas l'intelligence ou la sensibilité de vraiment observer et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Allez, dernière question en chinois. 请你教大家一个有趣的成语或者表达方式。中文的成语太多太多，这是我们外国人特别头疼的一方面。但是一定要选择的话，我可能会选择，自知之明。因为自知之明，我是97年在福州，走路的散步的时候，有一条街全都是成语。那么其中呢，有一句话是“知人者智，自知者明”。我当然那个时候没看明白。拿词典查了，然后发现啊，应该是老子的一句话，然后他的意思，我觉得全球所有人都能理解，就是非常有趣。你能了解别人，证明你很聪明，但是你要到能了解自己的地步呢，那时候你才有智慧了。所以他真的把聪明和智慧就分开，而且这个跟一句古希腊话很接近。所以我觉得你看，有时候东方和西方的智慧有很多可以沟通的地方，这是为什么特别喜欢这句话。Disons que c'était la première fois, mais je sens que ça ne sera pas la dernière. Effectivement, ce sera avec grand plaisir qu'on se revoit. Allez, merci. Je t'en prie. Voilà, c'est la fin de cette émission et nous sommes revenus à Shanghai après une journée entière à Hangzhou. J'espère que cette émission vous a bien plu et nous, on se retrouve dans un mois pour une prochaine émission du Journal débridé. Allez, à très vite.